podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On continue les previews et aujourd'hui Alex, c'est au tour de l'AFC Est de tes Dolphins. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Eh ben écoute, très très chaudement, pour ceux qui ont la vidéo, ils pourront peut-être voir que la lumière de ma caméra luit sur mon front puisqu'il fait actuellement 26,5 degrés chez moi. Ah, Donc moi il fait autant dire 28,6. Ah, l'horreur. Voilà. Sachant que je n'ai pas là tout de suite de ventilo puisque on a décidé de vous épargner ce genre de bruit dans les micros. Donc voilà, Ouais, moi le mien il est juste à ma gauche. Je le vois, je ne peux rien faire. Je le vois, il est là. Reviens. ouais, très 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 près aussi puisque le mien fonctionne en USB, mais il a fallu faire le choix entre brancher le micro et brancher le ventilateur. Et vu qu'on voulait faire un épisode, voilà, Et vous le choix n'entendez était pas compliqué. C'est le micro. On va inventer les micro-ventilateurs. Bon Alex, on a passé la moitié des previews, c'est la 5e sur 8, et aujourd'hui, donc autour des Bills, des Dolphins, des Pats et des Jets, j'ai l'impression qu'on est encore sur une division bien compétitive comme il faut. Hein. Oui. Ou bah déjà rien que l'année dernière. L'année dernière c'était serré pendant un bon moment. On avait les 4 équipes de la division qui étaient en positif à un moment de la Ouais. saison. C'était un peu comme la NFC Est à un moment en fait. Quand tu es à l'Est, c'est bien. C'est mieux que d'être à l'Ouest. Visiblement. Donc non, c'était une belle division qui s'est avec des équipes qui étaient notamment les Jets qui se sont bien renforcés, les Patriots qui ont fait des moves intéressants, les Dolphins aussi, les Bills qui sont toujours les Bills. On peut avoir une très 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 belle division. Eh bien, je te propose que l'on débute l'analyse tout de suite avec les Bills. Les Bills qui sont, comme vous le savez, l'équipe qui sont allés le plus loin dans la saison de cette division. Et c'est pour ça qu'on va leur laisser le dance floor. Alex, petit résumé chiffré. Ouais, ils ont fait 13-3 l'année dernière. Ils ont battu une équipe, je crois. Ils ont sorti quelqu'un ? Oui, ils ont battu les Dolphins Oui. au Wild Card Round. Un match, bref, j'ai toujours quelques petits sentiments de lésation du côté des Dolphins. Bref. Et au final, ils se sont fait sortir par les Bengals au Divisional Round. Ils ont une cote vainqueur de division cette année à 2,15, qui est la plus faible de la division. Et il y a toujours Sean McDermott qui est là depuis 2017. Ken Dorsey, le offensive coordinator qui avait remplacé notre ami Brian Daboll, qui est toujours là. Et Leslie Frazier, qui était présent depuis 2017. Donc en même temps que Sean McDermott, a décidé de prendre une année sabbatique. Et c'est Sean McDermott, donc le head coach, qui prend le relais en poste de defensive coordinator. Eh bien, c'est un très beau résumé. J'ai, comment dire, la saison dernière, j'avais émis une inquiétude sur McDermott. Je pensais même qu'il pouvait sauter à l'issue de la saison dernière. Ils ont fait une bonne saison régulière, hein, beau bilan de 13-3. Il manque un match, on rappelle le match arrêté contre les Bengals. Et encore une fois, en playoff, tu l'as dit, s'ils avaient perdu contre les Dolphins, ça aurait clairement pas été immérité. Ils n'étaient pas tellement au-dessus. Je pense qu'avec un tueur à 100% des moyens, ça passait tout seul. Je trouve que McDermott est encore une fois un des coachs les plus en danger. Je sais pas du coup s'il est en danger parce que il a l'avantage entre guillemets d'être tout seul. Donc est-ce que ça ne jouera pas pour lui? Et puis aussi, la défense, c'est un peu son dada. Il a été defensive assistant et jusqu'à defensive coordinator de 2002 à 2016. Donc il sait de quoi il parle. Et donc peut-être que ça va jouer pour lui de reprendre un peu la défense. Peut-être qu'il laissera un peu plus l'attaque à Ken Dorsey. On verra. Mais ouais, on va dire que c'est un peu, on dirait, les Bills, c'est un peu les Cowboys de l'AFC. Ils font une bonne saison régulière et derrière, en playoff, on est un peu déçus. Sauf qu'ils ont en plus de ça, ils ont quand même un super QB Ouais. qui est un des meilleurs de la ligue. Ce qui est plus le cas de Dak, j'ai envie de dire. Enfin,
C'est C'est pas, ce que c'est pas au j'allais dire. même niveau, on va Et tu es dire. en train de dire que Dak Prescott n'est pas un top QB? Non, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un tiers en dessous. Et je pense que Oui, c'est pas, oui. c'est pas C'est pas méchant de insultant dire de le ça. dire. C'est juste, voilà, on va dire que Allen, il est dans le tiers avec les Mahomes, les Burrow, etc., quoi. Non, mais c'est à peu près dans cette idée-là, quoi. Ouais, 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 j'attends encore, qu'il prouve dans les très, très, très grands moments, hein, parce que du coup, je tape un peu sur McDermott que je trouve pas spécialement exceptionnel, même s'il fait très, très bien le travail. Mais en fait, c'est tout le groupe, du banc jusqu'au terrain où j'ai l'impression que dans les grands moments, il y a encore, ça tremblote encore un peu, quoi. Les Bengals ont pris un clair ascendant sur eux en AFC pour l'instant. Ils devraient être à peu près dans la même timeline, c'est-à-dire principaux concurrents des Chiefs en fait. Et ils sont même pas encore à se demander est-ce qu'ils vont aller jouer le Super Bowl ou pas. Ils sont en train de se demander est-ce qu'on peut sortir de l'AFC, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas évident. Ouais, après, en plus, là, ils ont enfin, il y a tout qui est dur, là, pour eux. Donc, on Ouais. verra. Ouais, on va voir. En tout cas, Alex, les recrues pertes majeures, j'ai l'impression qu'ils ont fait une opération presque à zéro. On a la même recrue et la même perte. Et vas-y, bah, je te laisse parler de cette recrue qui est arrivée à Buffalo. Ouais, c'est Leonard Floyd, le linebacker qui était aux Rams, qui est arrivé pour 1 an et 7 millions, si mes souvenirs sont bons, ou alors 2 ans et... Ouais, 1 an et 7 ou 2 et 14, je sais plus, avec un exit à 7. Enfin, je sais qu'en gros, l'année prochaine, il peut ne plus être sur le contrat, plus être dans le roster. Donc, on va dire 1 an et 7 millions, qui sort d'une bonne saison avec les Rams, un des bons playmakers Ouais. défensifs, de ce que j'ai vu, moi, en tout cas, des Rams. Après, j'avoue ne pas m'être attardé énormément sur les Rams en fin de saison, mais en tout cas, de ce que j'en voyais, Leonard Floyd, il faisait très très bien le boulot. Et c'était ma perte majeure pour les Rams. Et c'est ma recrue majeure pour les Bills. Je sais pas s'ils ont. Bon, du coup, il y a un besoin, puisque je vais le cumuler avec la perte, parce que je trouve qu'ils vont ensemble. C'est Tremaine Edmonds qui est parti aux Bears. Ouais, il est parti au Bears. Bah, si tu veux, Ouais. j'enchaîne avec Mais la du coup, juste perte de comme dire que ça. Ouais. c'était un move latéral, parce que voilà, tu en Mm. perds un, tu récupères l'autre. Bon, est-ce que c'est. Je pense pas que tu gagnes au change, mais tu pouvais pas payer Tremaine Edmonds, et je pense que c'est une très bonne solution de repli, Leonard Floyd. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé un peu d'opération à zéro juste avant, hein. T'as fait plus un moins un, très clairement. T'es ni gagnant ni perdant. Comme d'hab, je préfère quand un joueur peut s'inscrire dans la continuité. Edmonds, ça a commencé à faire un petit moment qu'il était là. Il a fait 5 saisons. Il n'a pas raté énormément de matchs depuis qu'il est arrivé chez les Bills. C'est un joueur voilà, qui avait son importance dans la rotation, qui contribuait pas mal. Alors, j'ai un peu l'impression qu'il avait quand même pas ce côté ultra décisif tout le temps. En 5 saisons, bon, pour un linebacker, c'est pas si mal, mais c'est 5 interceptions. Et surtout, c'est pas beaucoup de sacs. Je vois la saison à 2 sacs, 1 sac et demi, 2 sacs, pas de sac en 2021, un seul l'année dernière. Donc voilà, comme tu le disais, Floyd chez les Rams, c'était un joueur hyper intéressant, hyper un joueur qui connaissait le système et qui avait peut-être pas l'impact escompté justement dans ces grands matchs. Là où ouais, je suis assez curieux avec l'arrivée de Floyd pour le remplacer, c'est que du coup Floyd il a gagné un Super Bowl, il sait ce que c'est. Est-ce que ça va apporter quelque chose de plus dans cette défense? À voir. Mais vous savez à quel point on aime les gens qui savent comment gagner ici. Donc, à vérifier. Franchement, c'est le genre de petit move voilà, où tu te dis qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le remplacement se fait naturellement? Ouais, totalement. Alex, du coup, recrue et perte majeure assez rapide, vu qu'on avait les mêmes pour cette équipe des Bills. On va même pouvoir prendre un petit peu de temps sur nos joueurs clés. Et on a 2 joueurs sur les skill positions. Ouais, moi c'est James Cook, dont je reparlerai encore plus tard. Ouh, spoiler. Oh, le petit Mais choix fantasy. voilà. Du coup, James Cook, le running back, frère de Dalvin, euh, vont être les deux dans la même division en plus. Donc, ça va être marrant. Ils vont s'affronter 2 fois. Comment dire? Bah, et là, il a la place pour lui. Devin Singletary est parti. Alors, certes, il y a Damian Harris qui est arrivé. Donc, c'est
il y a quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est vraiment l'année pour qu'il explose et libérer de la place un peu à cette attaque, parce que effectivement, tu as Stephon Diggs qui est capable de faire des différences, mais les autres c'est pas trop ça. Et comment et ben, ce serait bien du coup si t'es bon, tu libères des espaces Ouais. en bloquant, donc ça c'est top. Donc Ouais. mon joueur clé est donc le joueur qui s'appelle James Dalvin Cook. Son Mais vrai nom, écoute, hein. ouais, je sais, je crois que l'autre c'est Dalvin James Cook. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'ils ont tous l'autre Splendide. deuxième prénom de leur frère. Les Incroyable. parents, faut pas se tromper sur la carte d'identité. Ouais. Non, mais ouais, j'aime beaucoup ton joueur clé parce que, comme tu l'as dit, ils ont fait venir Damian Harris. Je trouve que déjà, c'est un profil beaucoup plus complémentaire que Singletary. Il a ce côté très power back, le mammouth que tu mets à 2 yards de la ligne quand tu as besoin de foncer tout droit et que tu as envie d'éviter que Josh Allen se blesse. Même si Josh Allen le fait très très bien d'aller chercher les TD lui-même. Donc, ils ont restitué une paire qui me paraît bien plus complémentaire. Et ouais, surtout, c'est une grosse marque de confiance, quoi. T'enlèves Singletary qui a montré des limites, James Cook qui a montré des très beaux flashs l'année dernière. On l'avait dit lors de notre épisode sur les équipes qui gagnent un Super Bowl, mais t'as pas toujours besoin d'avoir un running back star. Il vaut mieux avoir une escouade bien construite avec des joueurs capables de faire des gros plays au bon moment que forcément d'avoir une belle co. Donc ouais, très content de voir qu'ils mettent enfin de la confiance dans un running back et qu'ils ont envie de l'installer, puisque ça fait 2-3 saisons qu'on est un peu en mode « Ah, c'est un peu faible au sol, ça leur permet pas d'ouvrir le jeu comme il faut ». Et justement, ça va aussi avec mon joueur clé, ce sera Gabe Davis, le receveur, qui est le receveur 2 de cette équipe, qui a été blessé pas mal la saison dernière. Il a beaucoup joué diminué. Après une bonne saison d'explosion en 2021, on l'a un peu remis en question la saison dernière en disant « Ah, c'était peut-être qu'un feu de paille, ils ont besoin d'un meilleur deuxième receveur à côté de Diggs s'ils veulent faire des différences ». On l'a dit, en dehors des Chiefs qui sont une anomalie, toutes les grosses équipes qui veulent aller au Super Bowl ont 2 receveurs majeurs. Prenez les Bengals, quand ils vont au Super Bowl, ils ont T. Higgins et Jamar Chase. Les Eagles l'année dernière ont A.J. Brown et Devonta Smith. On peut même remonter aux Rams où derrière Cooper Kupp, il y avait un OBJ, en tout cas dans le projet playoff, qui pouvait remplir ce rôle. Et Gabe Davis a, paraît-il, fait un très bel été où il a fait preuve de professionnalisme dans sa préparation, dans ses habitudes de vie. On va voir est-ce que ça se traduit sur le terrain. En tout cas, j'aime la prise de conscience et j'ai l'impression que cette menace, un peu comme James Cook, ça pourrait donner une attaque très très explosive. Et dans ce cas-là, les Bills pourraient être dangereux. Ils Très peuvent. curieux de voir Après, ça. Ouais, ouais, Gabe Davis, on est souvent déçu ouais, et ça fait ouais. plusieurs années. Là, c'est vraiment le moment pour lui de faire sa meilleure année, hein, parce qu'il est dans une contract year. Donc autant dire que La fameuse. en gros, du coup, son contrat se termine à la fin de la saison et il sera unrestricted free agent euh, à la fin de la saison. Je pense que s'il fait une saison comme il en a fait sur les saisons précédentes, il sera pas signé aux Bills et du moins il n'aura pas le salaire qu'il aurait pu avoir si les espérances étaient restées. Quoi. Donc c'est compliqué pour Gabe Davis. J'espère pour lui qu'il va réussir. C'est ça qu'il a montré des flashs. C'est pas assez constant pour l'instant. Ouais, c'est vrai que s'il réussit, ce sera top. Ouais, il a même pas besoin d'avoir le niveau d'un receveur 1. Hein. Vraiment, on attend de lui qu'il soit un receveur 2, qu'il apporte autre chose que Stephen Diggs, justement. Et s'il est un très bon receveur 2, il signera un bon contrat en NFL, puisqu'il vaut mieux être un receveur 2 moyen bon qu'un running back 1 star. On le rappelle, contractuellement, c'est plus intéressant. Toujours. Toujours. Bon, Alex, Las Vegas, après une saison en 13-3, nous le rappelons, avec un match en moins, fixe un over-under à 10,5 victoires. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai dû le vérifier à 2 fois celui-ci pour être bien sûr de ce qui était écrit. T'as cru que j'avais fait une erreur? Non, en fait, c'est pas tellement. Je sais que tu prépares consciencieusement ton travail, mais je suis plutôt allé vérifier si le cut était mis à 10,5 un peu partout, ou si simplement nous, on avait que On avait des pris le sources mauvais, quoi. américaines.
Ouais, non, mais ouais, juste vérifier si au final, c'était pas même chez les bookmakers où il y avait un peu des variations autour des Bills, mais ouais, 10,5. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, on en pense qu'il n'y a pas beaucoup de matchs faciles dans ce calendrier-là. Il y en a 6, on va dire, dont 2 fois contre les Pats. Donc, à voir si tu considères Ouais, que ce match-là est facile ou pas. pas Il sûr. y a les Commanders dans ces matchs faciles. Je ne sais pas si tu considères que c'est simple. Il y a les Riders, il y a les Bucks et les Broncos, et encore. En fait, le calendrier est assez dur. Tu joues du coup les Pats 2 fois, les Jets 2 fois, les Dolphins 2 fois. Tu joues les Cowboys, les Chargers, les Chiefs, les Eagles, les Bengals, les Jaguars. Donc tu joues les gros, tu joues les gros bébés. Comment dire, je pense que là, du coup, c'est quand même assez compliqué d'aller de dire bah, vous ferez 11,5. Je pense que 10,5, du coup, il est pas si mal. Et, comment du coup, moi, je suis quand même parti au-dessus que 10,5, parce que qu'il fasse 10, ça, je pense que ce sera un gros échec. Donc, je suis resté sur le over avec 10,5. Ouais, j'ai mis over aussi, tu l'as dit, le calendrier, il est compliqué. Après, on attend encore de cette équipe qui a pas un petit cap de plus. Ce qui est compliqué, c'est que dans la division, tu as l'impression que voilà, les Jets, forcément, ont progressé sur le papier, on en parlera un peu plus tard. Les Dolphins, la forme dépend quand même énormément de la présence de Tua. Et visiblement, il a essayé de faire en sorte de pouvoir enchaîner les matchs. Mais au point de les voir chuter à 10 victoires ou en dessous, on est... C'est compliqué. Hein. Mais ouais, en fait, c'est mis tellement bas que même si on a quelques doutes sur eux, on est obligé de mettre au-dessus, quoi. Les voir à moins de 11 victoires. Vu comme ils enchaînent ces dernières années, ça paraît très surprenant. Donc ouais, je vais sur le over aussi. Yes. Et les Bills, Alex, belle équipe fantasy. Pareil, il y avait le choix. Lequel as-tu décidé de faire? Si tu écoutes Confirmes-tu? un peu ce que je te dis depuis tout à l'heure, J'avais dit, est-ce que tu voilà, nous confirmes ton James Cook? Attends, ce serait pas la première fois que tu dis, ah, finalement. ce sera Russell Wilson. Non, ce sera James Cook. James Cook qui est, pour toutes les raisons que j'ai données avant, donc top joueur, possibilité d'exploser et de devenir vraiment le running back 1 d'une équipe contender au Super Bowl, à qui tu peux donner beaucoup le ballon et faire des play action pour lui éventuellement. Running back 31. Beau prix, hein. Voilà, c'est rien. Je trouve que c'est pas mal. Tente, on le prend et tente et voit ce que ça donne. Oui. En fait, à ce prix-là, la value est trop bonne. Elle est vraiment trop bonne. Clairement. Running back 31, c'est comme si vous preniez un titulaire par équipe et que c'était l'avant-dernier meilleur titulaire en fantasy. Je comprends pas le prix. Vraiment, je ne comprends pas le prix. Il a tout qui est setup, même si, admettons, Harris prenait les portées en goal line ou Allen, parce qu'on sait que Allen va en prendre aussi. Rien que sa capacité à faire des big plays, à recevoir quelques passes et tout, je vois pas comment cette saison, dans cette attaque, il peut tomber en dehors du top 24. Pour moi, vraiment, Ouais. c'est top 24, c'est un plancher, quoi. En gros, tu as deux joueurs de Détroit qui sont avant, avec Non, mais Montgomery et Montgomery qui est pris avant, c'est bon, arrêtons les blagues un, 2 un secondes. pic. Un pic avant. Donc Montgomery et comment dire et Jahmyr Gibbs. Il y a aussi Ouais. deux joueurs des Jets avec Cook et Hall. Mais ouais, il y a des joueurs comme DeAndre Swift notamment qui sont pris avant. Moi, j'ai du mal. Donc, Non, mais moi, je vais le dire tout de suite, faut arrêter avec Dalvin Cook. Franchement, je mets ma main à couper qui finit pas devant James Cook en fantasy. Alors, ok, il est impressionnant quand on le voit sur le terrain. Déjà, il est à côté de Breece Hall, qui, quand il va être à 100% de ses moyens, aura au moins 60% des ballons. Et en plus, enfin, tous les chiffres toutes les métriques de Dalvin Cook en matière d'explosivité, elles déclinent d'année en année. Alors, il était dans une équipe énormément portée sur la passe l'année dernière, avec Justin Jefferson en menace, qui quand même, ça étend pas mal le terrain, et dans une division où franchement les défenses au sol, c'était pas ça.
Mais James Cook, il va finir devant Dalvin Cook, quoi. Au bout d'un moment, ne Ouais, draftez absolument pas Dalvin Cook avant, ne faites pas ça, arrêtez. Ou faites-le dans vas les manger ligues ton où nous sommes là. Comme Tu vas ça, manger nous, ton chapeau, toi. Non, mais après, on verra à la C'est- fin de la saison. Peut-être que Ouais, on les gens verra. ils vont venir me dire en me disant bah tu vois, Brissol il est jamais revenu, Dalvin Cook top 12 et je m'inclinerai, je saurais reconnaître mon erreur. Mais là, à l'instant T, entre le running back 1, où franchement le 1 bis, à part des ballons en goal line ou en très courte, n'aura rien parce qu'il est incapable d'attraper une balle, il suffit de regarder en fait la saison de Ramondre l'année dernière. Ramondre, Ouais. il finit largement top 16 dans tous les formats, avec un Damian Harris qui met genre 10 TD au sol. Et je vois pas pourquoi ce serait différent avec James Cook. Pour moi, vraiment, le plancher top 24, il est assuré, quoi. Top. Je vais accélérer un peu. Merci. Je crois qu'on a fait un peu long sur la fantasy, mais le running back 31 me paraît tellement aberrant que j'étais obligé de réagir. Du coup, Je comprends. de mon côté, beaucoup plus classique, mais pareil, je trouve que c'est une belle value. C'est Stephen Diggs. Les 3 dernières saisons, il a à chaque fois été dans le top 7 des receveurs. En fait, il fait partie des joueurs les plus safe. Je trouve que c'est un peu le Nick Chubb des receveurs. C'est deux mecs où vous aurez rarement le plafond numéro 1 du poste, mais pour les sortir du top 10, il faut se réveiller tôt. Donc voilà, si vous êtes un peu, si vous avez les pics entre 10 et 12 sur une ligue à 12, en fonction de ce qui est sorti devant, un petit virage avec Stephen Diggs dedans, ça se négocie plutôt bien. C'est cool. Ouais, non, Dix, c'est très bien. C'est top. C'est toujours sous-côté. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des ligues où il peut tomber, en fonction de l'enflammate de certains, il peut tomber receveur 8 ou 9, et si c'est le cas, sautez dessus, et même si vous le prenez à son prix, receveur 6 ou 7, ce sera très bien. Juste le prenez pas receveur 2, quoi. Là, ce sera un petit reach. Allez, on enchaîne, Alex, parce qu'on a un gros morceau qui arrive, tes dauphins, et je te laisse la parole pour le bilan de la saison dernière. Ouais, les Dauphins, 9-8, après avoir fait un super démarrage, Mm. avec Tua notamment, mais après qu'il prenne avant sa commotion cérébrale notamment, et ensuite ça jouait avec du Teddy Bridgewater et du Skylar Thompson, et c'était un peu plus compliqué. Ça finit en 9-8 en allant en playoff sur le fil, par rapport aux Steelers qui étaient également en 9-8. Et ça l'a fait tout juste pour perdre au final en wildcard contre les Bills, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est toujours Mike McDaniel le coach, c'est toujours Frank Smith le offensive coordinateur. Sauf que cette fois, on a un vrai defensive coordinateur avec Vic Fangio, donc l'ancien head coach des Broncos, hein, parce qu'on ne va pas faire une division sans parler des Broncos. Ça fait 5 de suite. On verra si on peut continuer cette lancée. J'espère, Jérôme, j'espère. Le Même fil si la conducteur prochaine, de nos previews. c'est exactement ça. J'ose espérer. J'ai peu d'espoir là maintenant avec la suite des, comment dire, des choses, mais bon, on verra. Donc Vic Fangio qui est arrivé, super prise défensive. Ouais, Et du 100% coup, d'accord. code vainqueur de division à 3,85, qui est la troisième plus grosse de la ligue, de la division. Ouais, ce sera intéressant. Vous vous doutez bien que c'est pas les Patriots la deuxième. Vous verrez à combien est celle des Jets en fin d'épisode. Ce sera Ouais, quelque chose à discuter au moment où on parlera vainqueur de la autour d'un div. café. Non, mais en tout cas, à signaler quand même, ouais, Tua qui a subi 2 commotions au moins l'année dernière. Une première, ils ont essayé de le faire revenir un peu tôt. Il a repris un gros choc, si mes souvenirs sont Ouais. bons. On a été vraiment inquiets pour lui. Ça a été le sujet de pas mal de discussions, même dans la commune. Hein. On était tous là. Ah, est-ce que ça commence pas à être dangereux pour lui? Donc vraiment, c'est l'énorme point d'interrogation, quoi. Ouais. Après, ils ont fait en sorte de le remplacer, enfin de prévoir un meilleur backup, on va dire. Ouais, Et on verra ce que ça peut donner. ouais, parce que Skylar Thompson, j'ai rien contre lui, mais Non, mais c'est c'était surtout Teddy Bridgewater qui est. Voilà, quoi, c'est pas ouf. Skylar Thompson, il était pas là pour ça à la base. Ça aurait pu être Brock Purdy, tu vois. Mais ça l'a ça pas aurait été. pu. Dernier Skylar qui m'a autant énervé, c'est dans Breaking Bad, quoi. Donc Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Je le sentais venir. Bon, en tout cas, Alex,
Tes Dauphins ne sont pas restés immobiles lors de cette intersaison. Ça a bien bougé. Et je te laisse enchaîner avec ta recrue puisque tu as déjà évoqué son nom. Ouais, moi c'est Vic Fangio, le defensive coordinator. L'année dernière, les Dolphins se font ouvrir de tous les côtés quasiment, mais surtout à la passe, alors que c'était censé être le point fort. Il y a quand même des bonnes saisons de certains joueurs défensifs, mais grosse ouverture, on va Ouais. dire. C'était lubrifié et ça y allait plusieurs fois. Donc heureusement qu'il y a eu des belles prouesses en attaque parce que sinon il y aurait eu beaucoup moins de victoires. Et donc d'arriver avec quelqu'un d'expérience qui a eu, voilà, qui était, bon, il a été consultant chez les Eagles l'an dernier côté défensif, notamment pour les playoffs, parce que ça a super bien marché. On Oui, verra. Ouais. il y a Pour des les playoffs chances. seulement. Hein. Ouais, Non ouais, mais mais... ouais. Ok, bon, il a aidé un peu, c'était cool, c'est bien, Non, mais merci. voilà, on n'est pas Euh, dans les coulisses, mais ce qu'on a vu de la défense des Eagles, même en playoff, voilà, en dehors des Chiefs qui de toute façon ouvrent tout le monde, ils s'en sont plutôt bien sortis, quoi. Ouais. Puis après, il a de l'expérience. Il a été defensive coordinator des Bears, des Niners, des Texans, des Colts, des Panthers. Voilà, il a fait. Puis il a 64 ans, donc le mec sait ce qu'il veut, on va dire. Donc je pense qu'on va l'écouter, quoi. C'est pas un petit Mike McDaniel en mode Jimmy Neutron qui arrive et qui dit hey, les gars, si on faisait ça, ce serait cool. Non, il est peut-être très cool, tu vois, mais je sais pas. Quand je le vois, je l'imagine parler comme ça. Ça me fait rire. Non, mais c'est Et ça, voilà, Vic Fangio, c'est cool, je trouve. ouais, je suis 100% d'accord. À part de, comme tu l'as dit, hein, tu te moques un peu de McDaniel, mais le petit fond de vérité, c'est que l'expérience de Fangio, elle va faire que du bien à cette équipe. Les Dolphins, c'est bourré de talent. Maintenant, un peu comme quand les Rams ont décidé d'accélérer, il fallait des cadres. Et du coup, ça transite parfaitement vers ma recrue majeure, qui est Jalen Ramsey. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Il est blessé. Il va probablement pas jouer avant le mois de décembre. J'ai envie de dire. Et alors, l'année dernière, vos cornerbacks étaient très très bons. Alors certes, la division est très forte et ça aurait été mieux d'avoir Ramsey toute l'année. Mais là où j'attends l'impact de ce genre de joueur, en fait, c'est en playoff. Moi, je veux que Tua puisse jouer tous les matchs. Et si Tua joue tous les matchs, je pense que le 9-8 que tu as fait difficilement la saison dernière sera ton plancher. Parce qu'il y a beaucoup trop de talent. On avait mis des doutes autour de lui à l'arrivée de Tyreek Hill. Au final, il a réussi à fournir et Tyreek et Waddle. Donc tout allait très bien. Ouais. La défense s'est bien renforcée au-delà de lui. Moi, je vais les voir en playoff. Ma recrue majeure, c'est vraiment pour les playoffs. Et si c'est pas le cas, là, on pourra reparler éventuellement d'une recrue dans le vent. Et encore, Ramsey n'est pas un joueur de 36 ans, quoi. Dans tous les cas, Non, l'apport d'un mec comme ça peut servir. Donc voilà, très très content de ce ça, move. ça peut servir pour coacher Noah. Il beau le beignet. Voilà, exactement. Noah, il est beau le beignet. Voilà. Et, et je pense que voilà, non, mais ça peut servir honnêtement et apporter de l'expérience. Là, il est blessé pour un petit moment, mais après, ça peut aider le côté mentoring. Ouais, et puis tu as moyen, s'il revient début décembre, mi-décembre, de faire un petit rush jusqu'au playoff, de lui donner les derniers matchs de saison régulière pour le remettre en rythme et qu'il arrive en playoff frais, quoi. Fait. Vraiment, les Dolphins, je sais plus de quelle équipe j'avais dit ça, je crois que c'était des Seahawks aussi, mais vous faites partie des équipes où la saison régulière, je m'en tamponne, même si en AFC, c'est plus dur qu'en NFC d'aller en Faudra y playoff. aller quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, faudra y aller. Mais je pense que si vous y êtes, c'est là où on va commencer à tirer des gros enseignements. Donc très très content de voir Jalen Ramsey arriver. Alex, nous avons la même perte majeure, donc je vais te laisser la parole. C'est Melvin Ingram, le linebacker, qui a fait une grosse saison l'année dernière, qui revenait d'une. Enfin, on savait pas trop ce qu'on allait avoir avec lui, et il était très bon. Comment dire, la ligne, elle a été un peu impulsée grâce à lui aussi pour aller faire les playoffs. Et je trouve qu'il y avait des très 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 belles choses qui avaient été faites. Statistiquement, il fait une bonne saison aussi. Et au final, il ne re-signe pas. Je crois qu'il a toujours pas signé avec qui que ce soit. Et ça m'étonne. Voilà. Et officiellement qu'il joue avec les Dolphins, mais il n'a pas signé. Donc en fait, il ne signe avec personne. Ce qui est un peu étonnant. Je suis assez surpris qu'il ait pas signé. Je pense que ça peut arriver, mais voilà.
pour l'instant, c'est ma perte majeure. Ouais, bah, encore une fois, on n'est pas dans les discussions contractuelles, pardon, mais peut-être qu'il est un petit peu gourmand. Je crois qu'il a 28 ans, Melvin Ingram, si je dis pas de bêtises. Non, il a 34 ans. 34 ans, ah ouais. Non, je le voyais plus jeune que ça. Mais peut-être qu'il est là à la chasse de son dernier contrat, en fait. Peut-être. Il a pris, il a pris 4 millions l'année dernière, donc peut-être qu'il espère un peu plus, mais je sais pas. Putain, j'ai 34 ans, j'avais pas l'impression de le voir depuis si longtemps, mais 34 ok, ans ouais. et 128 jours. C'est très très précis. Ouais, c'est un peu dommage s'il n'y a pas re-signature. Pour l'instant, clairement, il est dans les pertes, hein. On ne sait pas ce qu'il fait. Visiblement, à l'instant T, c'est pas chez les Dolphins. S'il y a de l'argent à mettre, est-ce que c'est vous qui allez pouvoir le mettre? Je suis pas sûr non plus. C'est dommage. Joueur d'expérience avec Vic Fangio, ça aurait pu faire du bien. Donc ouais, pareil, perte majeure, vu que de toute façon, encore une fois, dans un souci de continuité et de performance dans un front seven qui, comme tu l'as dit, s'était fait ouvrir la saison dernière, perdre quelqu'un qui a du bagage, qui a du vécu dans cette ligue, c'est jamais une bonne nouvelle. Ouais. Alex, nous allons passer au joueur clé et je vais commencer, puisque je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est Tua, donc le quarterback, Tagovailoa. Vraiment, la saison dernière, j'ai été inquiet pour lui. Je fais partie des gens qui se sont demandé à quel point on pouvait laisser jouer ou rejouer un mec qui avait eu autant de commotions. Je suis pas médecin, donc il y a des gens bien mieux placés que moi pour juger de ça, et s'il continue à jouer, c'est peut-être autant son choix que celui des médecins. Mais il y a tellement... Le succès des Dolphins repose aussi tellement sur sa présence que d'habitude, je mets pas de quarterback dans la partie joueur clé parce que, comme on l'a dit, naturellement, forcément, ils sont importants pour leur équipe. Mais là, on l'a vu l'année dernière, c'est particulièrement vrai. Tu as vu notamment lourd investissement sur Tyreek Hill. C'était aussi pour avoir eu une arme pour nourrir ce quarterback, mais il fallait aussi avoir un quarterback capable de le nourrir. Et vraiment, s'il se reblesse cette année, s'il vient à refaire une commotion ou même une autre blessure et à rater 3-4 matchs, en fait, c'est déjà peut-être 3-4 matchs où si ça tombe à la mauvaise période, tu te retrouves hors de la course au playoff ou avec un siège dégueulasse et tu te prends une grosse équipe et ça passe pas, quoi. Ouais, Donc, je voilà, je comprends. suis Oui, assez craintif à ce niveau-là. Toi, Alex, t'es sur un épisode full défense, là. T'es content que tes Dolphins sortent les barbelés. c'est ça. Moi, je suis parti sur Javon Holland, le safety, qui sort d'une très bonne saison l'année dernière, qui a vraiment step up. On dirait qu'il prend un rôle un peu différent, là, plus. Il était un peu un autre leader de cette défense. Et avec l'arrivée de Vic Fangio, j'ose espérer qu'il prenne encore un poids supplémentaire dans cette équipe. Et je pense qu'une bonne partie du succès des Dolphins s'appuiera sur la défense, qui est considérée comme une des meilleures de la ligue. Alors je suis très surpris à ce niveau-là, mais je prends. Et écoute, tant mieux. Et du coup, j'ose espérer que ça avance bien pour notre ami Javon. Eh bien, écoute, on va suivre ça de près. En tout cas, la défense des Dolphins, très clairement, elle va être à surveiller de près, puisque arrivée d'un nouveau coordinateur, du recrutement, du joueur important, et en dehors de Tua, très clairement, c'est les progrès de ce côté-là qui vont pouvoir permettre ou non aux Dolphins d'espérer quelque chose. Et justement, après une magnifique saison en 9-8, Las Vegas propose un over-under à 9,5 victoires. Donc vraiment le cut bien fixé. Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous? Je suis au-dessus. C'est Voilà. Simple, clair, précis. Est-ce que c'est de comment dire Vas-y, je de sens venir le l'optimisme? doute. Voilà. Non mais alors Le- moi celui-ci j'ai eu du mal à le fixer tout simplement parce que je trouve que la division elle est pas si simple que ça à lire. J'ai mis en dessous parce que j'ai peur
Voilà, je le dis, j'ai peur. Vous avez pris Mac White en doublure de Tua. C'est mieux que ce qu'il y avait l'année dernière. C'est sûr que c'est mieux. Mais si Tua se blesse, ce qui arrive quand même, enfin se blesse, pardon. Si Tua se prend un linebacker qui arrive un peu vite, c'est pas comment la saison Oui. tourne, quoi. Et moi, rien que pour ça, quand on est sur du over-under, le fait que voilà, la division elle soit compliquée, t'as 2 fois Bills, 2 fois Jets, t'es en AFC, il y a des petites incertitudes. Je sais pas, tu vois, je peux vous redonner un 9-8 et du coup être juste under le truc, et je suis pas sûr que cette année 9-8 suffise à jouer ne serait-ce qu'un match de playoff, quoi. Et ben moi, je les vois faire beaucoup plus que 9,5. Je les vois faire Ok, au moins 11. ok, ok. J'aime beaucoup ce Voilà. pronostic. J'aime Non, beaucoup mais ce parce que prono. pour moi, la partie qui cassait tout dans cette équipe-là, c'était la défense. T'améliores ta défense, t'améliores ton coordinateur. Donc pour moi, forcément, tu te renforces. Ouais, ça mathématiquement, c'est 100% vrai. Moi, vraiment, c'est pas pour rien que c'est mon joueur clé, mais juste, j'ai toujours peur pour Tua, quoi. Hmm. Mais ouais, Bon. là où je te rejoins, c'est que McWade, pour moi, à l'instant T, c'est mieux que Bridgewater et c'est mieux que Ah oui. Skylar Thompson. Même si c'est pas aussi stylé comme nom que Skylar Thompson. Faut le dire. C'est un peu de style, même si ça joue pas très bien. Bon, Alex, en fantasy, qui est-ce que tu vas choisir dans cette équipe? Auprès de quel joueur vas-tu faire le homer? Je vais prendre, dans cette équipe, je vais prendre Devon Achane. Je crois qu'il est running back 32, à peu près. J'ai plus la liste sous les yeux. Pop, 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 32, pop. ça le mettrait Devon. donc une seule place derrière Non, James non, 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 Cook. non, non, Je non, suis non, en non, retard. non, non. 40, 40, 40, 40. Pour un mec qui a la possibilité de prendre le lead dans cette équipe-là, et, qui est très bon, bon, qui s'est un peu visiblement blessé récemment, mais je pense pas que ce soit si grave. Et ouais, non. Et je le cumulerais bien, du coup je me le suis noté, avec un Samaje Perine, avec bon, visiblement, ce sera un peu moins intéressant que ce que je pensais, mais du coup, avec un Jamal Williams plutôt, qui est le backup des Saints. Et je pense que ce serait pas mal pour avoir trois matchs de Jamal Williams tout seul, où tu n'es pas obligé de mettre Devon Achane, et ensuite tu mets Devon Achane quand tu as vu que ça fonctionne bien. Ouais, j'aime beaucoup ton choix parce que quand on veut aller chercher des running backs en value, on regarde on regarde les backfields où en fait l'ordre est pas hyper bien établi. Alors devant, tu as James Wilson et Ryan Mostert qui sont sur 2 contrats plutôt courts. On a un Ryan Mostert où clairement Akane c'est un peu le même profil. Ça va très très vite, mais bon, c'est beaucoup plus jeune. Il a largement de quoi faire ce que faisait Mostert. Donc moi je pense que Mostert va très vite reculer dans la rotation. Après la petite question c'est est-ce qu'il va aller chercher Jeff Wilson, alors qu'il n'est pas un crack, mais qui connaît parfaitement le système de course mis en place, qui fait plutôt des bons intérims. À voir à quel point en fait ton nouveau running back peut prendre le lead. Mais au prix Ouais, d'un RB40, je suis d'accord que pour la deuxième partie de saison, je pense que c'est un potentiel league winner. ouais, ouais, clairement. Bien écoute, de mon côté, contrairement à d'habitude où je prends des joueurs un peu plus bas, un peu plus obscurs, j'enchaîne avec les gros receveurs et je vais aller sur Tyreek Hill. Clairement, je pense qu'il va encore faire une grosse saison. Je crois qu'avant la blessure de Tua, il était tout simplement receveur 1 en fantasy. Donc en PPR. Et en fait, même si Tua se blesse, on a vu l'année dernière que lui, c'est quand même un des joueurs qui arrive Après, toujours à être. Ouais, ça, mais il arrive à oui, être nourri. Il a ce il peut le faire truc tout seul. où. Et puis même de temps en temps, il prend des courses, des jet sweeps, des machins, il va tellement vite que ça fonctionne. En fait, il a
il a ce truc où il peut te sortir une semaine où il va faire 180 yards et 3 TD et où tu es quasiment sûr de gagner ta match-up. Et en fait, même les semaines où ça va un peu moins bien, il va s'en sortir avec entre 4 et 6 réceptions, 60-70 yards et assurer ses 10 points de plancher parce qu'il se démarque très vite et que même s'il passe pas les gros jeux, bah, il arrive toujours à vivre. Et là, on pourrait penser qu'avoir un gros receveur comme Jalen Waddle à côté pourrait un peu manger dans le gâteau. En fait, pas du tout. Tu vois, il arrive parfaitement à nourrir les deux. La saison dernière, les deux ont très très bien tourné. Et limite, ça évite qu'ils soient doublés par les défenses. Donc j'ai envie de dire, quand tu vois les bolides qu'il y a dans le backfield offensif, comme on l'a dit avec Mostert ou Kane, très très content de prendre un Tyreek Hill. Après, à quel niveau je le prends? Je pense que voilà, dans les drafts, je le prends derrière Justin Jefferson. Je le prends très probablement derrière Jamar Chase. Et après, la discussion, c'est est-ce que je le prends avant ou après Cooper Kupp? Est-ce que j'assure mon plancher avec Diggs en fonction d'où je suis dans la draft? Que font les autres? Mais voilà, très clairement, il fait partie de ce groupe qui est sélectionné entre 3 et 6. Et c'est avec Cooper Kupp, c'est les 2 meilleures chances d'aller challenger le numéro 1. Quoi. Ouais, moi je l'ai pris en numéro 2 dans une des drafts avec les Fantasy Ballers. Et bon, c'était histoire d'amuser un peu, quoi, parce que Jefferson était parti. Je sais que je vais un CMC sur pas mal de ligues. Autant tenter, quoi. Ouais, non, mais ça m'étonnerait pas que cette année, il finisse receveur 1. Vraiment, l'année dernière, Justin Jefferson, il a aussi profité de l'inefficacité chronique d'un Adam Thielen. Et là, je pense que Addison va être moins inefficace que Thielen, que TJ Hawkinson va être parfaitement acclimaté, et que même si Jefferson va être aisément top 4 receveur, pas sûr qu'il soit numéro 1. Quoi. Allez, on enchaîne avec les Patriots. Et je te laisse faire le bilan chiffré, Alex. Ouais, les Pats, 8-9 la saison dernière, pas de playoff. Ils ont code vainqueur de division à 9 cette année, ce qui est la plus haute de la ligue. De la division, pas de la ligue, à chaque fois je dis de la ligue, mais de la division. On a Bill Belichick qui est toujours le head coach depuis 2000. Bill Belichick qui est toujours Depuis le defensive 2000. coordinateur depuis 2000 aussi. Et Bill O'Brien qui vient remplacer Bill Belichick qui était le offensive coordinateur depuis l'année dernière. Et Bill O'Brien qui revient aux Pats, de ce que j'en ai compris. Ancien offensive coordinateur de Alabama récemment et ancien head coach des Texans pendant 7 ans. Et il arrive pour influer, pour aider notre ami Mike White. Et je vais directement enchaîner parce que c'est ma recrue majeure, donc je vais pouvoir en parler tout de suite. Bill O'Brien. L'année dernière, c'était Bill Belichick qui est un coach défensif. Il y a eu aussi du Matt Patricia. Il y a eu Josh McDaniels. Et enfin, Mike Jones, il n'a pas eu trop de chance de succès, je trouve, depuis le début de sa carrière. Là, il a un vrai coach offensif et ça va pouvoir servir. Du coup, c'est ma recrue majeure, c'est Bill O'Brien. En tout cas, en termes de continuité, on est pas mal chez les Pats. Je sais que la communauté NFL n'est pas la plus jeune parmi celles de toutes les disciplines sportives. Mais voilà, Belichick, il a pris l'équipe. Certains d'entre vous n'étaient probablement pas nés. Donc, très clairement, il connaît la ligue, il sait ce que c'est de gagner. Et voilà, comme tu l'as dit, l'année dernière, c'était une saison qui était loin d'être idéale, du moins du côté de l'attaque. Et en fait, ça fait 8-9 avec un Mac Jones qu'on a quand même vachement remis en cause, avec un manque de vraies solutions en tant que receveur 1, un Ramondre qui se débattait un petit peu tout seul dans notre backfield pour faire avancer cette équipe, les Titans quand même qui sont toujours bien utilisés chez les Pats, mais ouais, 8-9 dans cette misère, vraiment c'est... En fait, tu peux... C'est beau. Mais ouais, ça fait partie de cette équipe où même quand ils sont moins bons, ils font jamais partie des nuls, quoi. C'est trop compliqué. Et rien que pour ça, ça rend la division difficile à gagner. Je vais enchaîner du coup avec ma recrue, encore un cornerback. J'aime beaucoup ça dans cette ligue, mais Christian Gonzalez, qu'ils ont récupéré à la draft, parmi cette volée de cornerbacks qui sont tombés entre les places 12 et 20. Ouais.
Encore un bon choix du côté de la défense. J'aime beaucoup à chaque fois comment les Patriots se renouvellent à ce poste-là. Tous les ans, ils arrivent à faire émerger un gars. Tous les ans, ceux qui sont là depuis longtemps dans l'équipe intègrent parfaitement les nouveaux. Et en fait, je trouve que là où les Pats se trompent très très régulièrement en attaque à la draft depuis quelques années, hein, vraiment, que ce soit chez les receveurs ou chez les running backs, il y a eu énormément d'échecs quand vous prenez l'historique des pics. En défense, ça se passe toujours bien. Et du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir ce que Christian Gonzalez va faire, mais de ce qu'on a pu lire sur lui en avant-draft, notamment chez les amis du Trick Play, et leur très bonne fiche de draft qui avait été écrite avant la draft, c'était un profil vraiment très intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se traduire chez les grands, si on peut dire ça comme ça. Yes, totalement. On était un peu sceptique sur la draft des Patriots quand on a fait le résumé un peu de la draft Ouais. et qu'on a fait une tier list. Christian Gonzalez, c'était vraiment celui sur lequel on n'avait pas de doute. Ouais, exactement. C'est comme d'hab, c'était un peu plus loin, c'était les 2, 3, 4e tours où tu es un peu en mode ah, lui, on l'attendait beaucoup plus loin, ou ah, est-ce que vraiment c'était un besoin? Donc, au moins, ils se sont pas ratés sur le premier pick. Alex, on va aller du côté de ta perte majeure et ça concerne un chantier que j'ai évoqué pendant mon monologue. Moi, c'est Jacoby Myers, le receveur, qui est parti qui est parti aux Riders. C'est dommage, je trouve qu'il avait une bonne connexion avec Mac Jones et ils l'ont remplacé numériquement par Juju, dont je parlerai plus tard, vous verrez où. Et, euh, et c'est dommage parce que je trouve que c'est un bon receveur. Après, si tu as envie de tenter autre chose et que Mac Jones n'est peut-être pas à l'aise de lancer la balle sur lui, je sais pas, parce que vraiment le changement, enfin, vraiment, je crois que c'est Jacoby, il a pris il a pris 44 millions sur 4 ans et Juju, il a pris 33 sur 3. Donc, Ils ont pris le même globalement, contrat. globalement, c'est le même contrat avec une année de plus pour Myers. Donc, tu pourrais te dire, ah ouais, ok, bon, bah, pourquoi vous avez fait ça? Peut-être que tu as envie d'autre chose, du coup. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, ils ont fait un pas de côté incompréhensible. Surtout qu'on l'a dit, Mac Jones, il n'est pas dans les meilleures circonstances pour évoluer. Moi, j'ai d'énormes doutes sur lui, sur son talent à rester dans la ligue en tant que numéro 1, mais clairement, il n'est pas aidé par le matos qui est autour de lui, quoi. C'est un peu désespérant Ouais. de voir ça. Moi, je sais pas si j'étais fan des Pats, je vois mon escouade de receveurs, je me ferais chier de ouf, et pourtant, je suis fan des Titans, et l'année dernière, je m'y connais en problème de receveur. Ouais. Écoute, perte majeure pour moi, je suis allé dans l'original, un peu, pour une fois. J'ai mis Jake Bailey, le punter, tout simplement parce que si les Patriots sont aussi forts d'année en année, s'ils ont gagné autant de titres, c'est aussi parce qu'ils ont des équipes spéciales de très très haute qualité. Et en fait, l'importance d'avoir un bon punter, je la trouve vachement sous-estimée. Je rappelle, le foot américain, c'est un jeu de gagne-terrain. Et les moments où tu as envie de te dégager parce que ton attaque avance pas, tu as quand même envie d'avoir un mec qui catapulte le ballon à l'autre bout du terrain, en tout cas le plus possible. Et voilà, j'ai un peu cette impression qu'il n'a pas été si bien remplacé que ça. J'ai plus le nom de son remplaçant, mais je sais que quand j'avais checké, ça m'avait pas stimulé plus que ça. Et puis ouais, surtout Jake Bailey, c'est un nom hyper reconnu sur le poste. Donc voilà, je trouvais que ça symbolisait un petit peu le déclin de ces Patriots depuis le départ de Brady. Moi, clairement, en dehors de la draft de Gonzalez dont j'ai parlé, je suis pas du tout rassuré par ce qui se passe là-bas. Les pas de côté chez les receveurs, les profils qui s'accumulent, on sait pas trop. La défense est très bonne, hein, mais vraiment du côté de l'attaque, je me pose beaucoup de questions. Je comprends. Je comprends. Ouais, c'est pas, ouais, ça fait pas rêver. C'est vrai que c'était étonnant de cut Jake Bailey. En tout cas, Alex, je te laisse enchaîner avec ton joueur clé sur ce chantier dont nous avons déjà évoqué un peu la situation. Et ben pour moi, c'est Juju Smith-Schuster pour la simple et bonne raison que je pense que s'il développe une connexion avec Mike Jones, avec l'aide de Bill O'Brien, ça peut être cool.
Et c'est peut-être le receveur qui manquait à cette équipe. Ils ont du Devante Parker, ils ont du Tyquan Thornton, ils ont Kendrick Bourne toujours, ils ont aussi Hunter Henry et Mike Gesicki. Est-ce qu'on peut se dire qu'il leur manquait un top receveur en Juju alors qu'ils avaient déjà Jacoby Myers? C'est un peu un pas de côté, mais du coup, je me dis, s'il y a une meilleure relation entre les deux, bah, au final, c'est peut-être pas un pas de côté pour eux. Donc, Ok, pour le développement de Matt Jones, je me dis que ça peut être pas mal. je comprends la position et j'attends de voir, mais honnêtement, si je dois donner un avis avant de les avoir vus jouer, je trouve ce move incompréhensible. Et je pense que Juju, il a plus du tout l'étoffe d'être un receveur 1. Donc, bien trop compliqué pour moi. Et du coup, mon joueur clé, c'est Mac Jones. Sa situation, elle est galère. Encore une fois, c'est un des rares QB que je mets là. On va me dire un rare, alors que je viens d'en mettre 2 de suite. Mais quand vous aurez vu le bilan des 32 previews, vous verrez qu'en joueur clé, j'ai pas mis tant de QB que ça. Mais lui, clairement, pour moi, il est dans la dernière année où il a les commandes de l'équipe. C'est soit ça fonctionne, soit ils vont vraiment tourner la page. Déjà, parce qu'ils ont un Bailey Zapp, un remplaçant tout à fait cohérent dans le système de jeu, qui pour moi n'a rien de moins que Mac Jones, vraiment. Mac Jones, c'est un de ses QB à l'ancienne, il court pas, c'est un pocket passeur, il bouge pas énormément, il faut lui donner des joueurs. On le met pas en bonne situation, moi j'ai rien contre Mac Jones, mais très clairement on lui met pas les armes pour réussir. Soit le système de jeu qui va être mis en place par Bill O'Brien est vraiment efficace, et là on voit les qualités de gestionnaire qu'on avait vu lors de son année rookie, ses qualités de lecture de jeu qui arrivent à s'exprimer, et il trouve justement cette escouade de receveurs où il n'y a pas de vrai numéro 1, mais pas mal de gars qui pourraient être des 1 bis ou des 2, et système bien animé, même avec les Titans, il arrive à nourrir tout ça, ça avance sur le terrain, et on lui fait confiance, mais j'ai du mal à y croire, et je pense vraiment que ce poste de quarterback, ça va devenir une question chez les Patriots. Pour ça que Mac Jones, c'est très clairement mon joueur clé. C'est pas positif cette fois-ci. C'est mon joueur clé parce que je pense que si je dois faire un pronostic, passer la mi-saison, je ne sais plus en quelle semaine ils ont leur bye week, mais je pense très clairement qu'il ne sera pas le titulaire de cette équipe toute la saison. Voilà, c'est un prono que je fais. Je pense qu'un autre quarterback aura mené les Pats avant la fin de l'année. Semaine 11, la bye week. Ah bah magnifique. Ah, quand ça arrive tard, c'est magnifique pour pivoter comme ça là. On lui laisse 10 semaines, il arrive à la bye week en 3-7 et puis on lui dit allez, t'es gentil, mais on passe à autre chose. Au moins tu testes Bailey Zapp pour la fin de saison, savoir si est-ce que tu as un numéro 1 ou est-ce que tu as une doublure. Et puis Mac Moi, Jones, je pense que Mac Jones sera une grosse partie de la saison. Mais vraiment, si Zap joue, c'est qu'il y a une blessure de Jones, ok. à mon avis. Je pense qu'ils veulent lui donner une saison complète avec un vrai offensive coordinator. Par contre, si ça va pas, je m'inquiéterais pour mon avenir si j'étais Mac Jones. Ok. En tout cas, Las Vegas n'est pas des plus optimistes avec cette équipe, puisqu'après une saison en 8-9, ils mettent un over-under à 7,5 victoires. Alex, penses-tu que la troupe menée par Mac Jones va réussir à atteindre cet objectif? Non, non, parce que en gros, quand je regarde les matchs, les Pats, c'est une des équipes où je me dis, c'est un match facile. C'est triste, c'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça que Ouais. je vois les choses. Et, et tu joues 6 fois contre les mecs de ta division, alors c'est les Pats, donc ils vont en gagner, mais je pense que tu es favori dans aucun des 6 matchs, déjà. Je suis Et, d'accord. et ensuite, tu as le reste de ton calendrier qui est pas le plus évident parce que tu démarres contre Philadelphie, ensuite tu joueras Dallas, les Saints, tu joueras les Giants, les Chargers, les Chiefs, les Broncos. Je vois pas comment tu fais plus de 8 victoires. Pour moi, dans les équipes que tu as citées, je ne sais pas si les Saints et les Broncos, c'est à domicile ou à l'extérieur. Mais Les Broncos, c'est à Denver et les Saints, c'est à Foxborough, donc chez eux. c'est peut-être le seul match où dans les cotes, ils seront favoris.
Et même en étant favoris, ils sont pas non plus dans une situation où ils ont un avantage écrasant s'ils sont favoris sur le papier. Là, dans les 8 matchs que tu as cités, moi, je suis désolé, s'ils arrivent en 2-6 à la fin de ces 8 matchs, je suis pas surpris, quoi. Ouais. Et il y a un des matchs qui peut être simple, entre guillemets, c'est contre les Colts. Mais le match est en Europe. Je sais plus où exactement. C'est un Ouais, match européen. En typiquement le plus, genre c'est de sur- match piège où Voilà. tu as Exactement. Anthony Richardson qui met 3 TD au sol et qui fait exploser la hype. Ouais, non, clairement, je mets under aussi. Under 7,5. L'année dernière, ça a survécu grâce à la défense. Là, comme tu l'as dit, Bill O'Brien, belle recrue. L'attaque pourrait mieux tourner, mais en fait, calendrier trop dur, manque de talent sur le terrain. Je suis désolé. Il y a combien d'équipes qui ont un combo quarterback-receveur 1 aussi faible que le duo Mac Jones, Juju Smith-Schuster? Je pense que les fans des Pats, ils vont pas m'en vouloir si je dis ça. En combo quarterback-receveur, c'est archi compliqué. Soit Tu les considères équipes pas ont les un... équipes où il y a un rookie. Ouais, ouais, et en fait, même les équipes où il va y avoir un rookie, peut-être que le receveur 1 sera mieux référencé que Juju, quoi. Parce que Juju, depuis sa saison à 1300 yards chez les Steelers, il n'y a plus rien. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, tu vois, tu me demandes est-ce que je préfère le QB et les squads de receveurs des Pats ou celle des Panthers, par exemple. Bah, en fait, je préfère prendre ma chance avec celle des Panthers, tu vois. Clairement. Et je dis pas qu'ils ont un gros avantage parce que Thielen il est déclinant, Jonathan Mingo c'est un rookie, nanan et tout. Mais Non, mais je suis d'accord avec toi. tu vois, j'ai un peu l'impression il peut y avoir un truc un peu plus sympa, un peu plus vivant. Et après, c'est aussi parce que j'ai zéro confiance en Mac Jones, quoi. En tout cas, Alex, il va nous falloir trouver des joueurs fantasy dans cette équipe. Je te laisse commencer. Bah, moi, c'est Juju, receveur 46. J'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que c'est un coup à tenter. Ils l'ont payé. Je pense pas que c'est pour ne pas lui donner de ballon, même si on l'a déjà vu dans d'autres équipes, que ce soit les Bears avec Robinson, les Rams avec Robinson, ou cette année les Steelers avec Robinson. Euh, Ça arrive, mais je pense pas que ce soit le cas. Non, en vrai, on l'a vu avec MVS l'année dernière, qui n'a pas reçu énormément de ballons, même si il en a reçu quelques-uns. Mm. Mais là, bon, 46, tu tentes pas grand-chose, donc je pense que c'est pas mal. En fait, receveur 46, disons que même s'il fait 900 yards et 6 TD, il aura payé son prix, quoi. Ouais, et puis il suffit de quelques matchs, ça peut être intéressant. Et puis ça te fait surtout une assurance si jamais tu as une blessure d'un joueur que tu peux mettre, qui te tuera pas, on va dire, et qui peut te faire gagner une semaine. Mm. Eh bien, écoute, je vais rester aussi chez les receveurs des Pats, puisque même si on a critiqué le corps de receveur en fantasy, ça propose du coup des values totalement incroyables. J'ai mis Tyquan Thornton, qui est juste drafté en receveur 93, donc en fait, il n'est pas drafté. C'est plutôt le genre de joueur que vous irez chercher, soit si vous y croyez en toute fin de draft baseball, si vous voulez savoir ce que c'est, réécoutez la fin de l'épisode d'avant, format où voilà, vous ne faites que la draft, les meilleurs scores sont pris chaque semaine. Il a ce côté explosif, il est capable de faire des gros jeux, on l'a revu en pré-saison, c'est ce que disent tous les scouting reports à son propos. C'est un peu ce format de joueur en très très deep où quand dans une équipe il n'y a pas de receveur 1, comme tout à l'heure avec les running backs des Dolphins, il peut y avoir un joueur qui émerge. Je crois que ça va être son année sophomore, je crois qu'il était rookie l'année dernière. On a toujours des surprises, un mec qu'on n'attendait pas qui finit par exploser au prix d'un receveur 93, donc vous aurez le plus souvent sur le waiver. J'ai envie de le tenter et de voir ce que ça peut donner. Voilà, tout simplement. C'est surtout qu'en fait, en dehors de Ramondre, et allez, peut-être Hunter Henry, mais avec la présence de Gesicki, même les Titans, je les trouve moins value. Ouais. Donc, voilà. On va passer à l'attraction de cette division. L'équipe qui a probablement fait le plus parler pendant cette intersaison, les Jets. 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 Du coup, 7-10 l'année dernière, après avoir démarré en 7-4, si mes souvenirs sont bons, ou 7-3. Enfin, en gros, ils se sont totalement écroulés en fin de saison. Ouais.
Voilà, du coup, ça a raté les playoffs. Ça fait une cote de division à 3,40, une cote vainqueur de division à 3,40, ce qui est la deuxième plus grosse, du coup, devant les Dolphins, derrière les Bills. Et toujours Robert Saleh en head coach, toujours Jeff Ulbrich en defensive coordinateur, mais on a le retour de, de l'ancien offensive coordinateur d'Aaron Rodgers aux Packers, mais surtout, plus important pour notre série, ancien head coach des Broncos, Nathaniel Hackett, Incroyable. qui retourne voir Aaron Rodgers. Et voilà, ça c'est beau. C'est beau, façon de parler, on verra. Hein. Moi, j'ai une question à te poser déjà. Est-ce que tu trouves ça normal que les Jets soient un peu plus favoris que les Dolphins pour gagner la division? Oui, non. Enfin, je comprends que ce soit normal. En fait, c'est pas normal, mais je pense qu'il faut une cote intéressante pour que les gens parient dessus. Ok, tu penses que c'est un peu un choix de bookmaker pour récupérer des mises. Ouais. Après, le over-under, c'est le même. Hein. Donc, je pense que c'est à peu près au même niveau. Ça dépendra des endroits. Mais Non, mais quand tu regardes sur le c'est papier, c'est pas mal. ouais, c'est plutôt intéressant. On va pas s'amuser à faire comparaison de l'équipe poste par poste, Ouais. mais sur le papier, on a deux équipes intéressantes. On va pas faire miroiter plus les gens. On a la même recrue et cette recrue s'appelle Aaron Rodgers. Ouais, c'est aussi mon joueur clé. Donc voilà, moi j'enchaîne. Et hop, on prend tout, on met tout au même endroit et on avance. Aaron Rodgers, il est arrivé, c'est enfin un QB au niveau des Jets, au niveau de New York. J'ai envie de dire limite depuis Eli Manning, il n'y a pas eu non plus 1 milliard de QB à New York. Ça va faire une attraction. Ça va pas non plus augmenter le tourisme, hein, mais, mais voilà, ça donnera une envie d'aller se faire chier pour aller jusque dans le New Jersey pour regarder des matchs. Pour l'avoir fait une fois, c'est chiant. Donc, de New York au New Jersey, au moins si tu as Aaron Rodgers, ce sera mieux. Et voilà quoi. Non, non, puis il va être garant du succès de cette équipe. La pression est sur ses épaules et ses shoulder pads. Et on va espérer pour lui que ça fonctionne. On va espérer pour les Jets aussi, quand même envoyer pas mal de choses au niveau de trade. Et surtout, il paye énormément. Même s'il a pris un pay cut, ça reste quand même un gros montant pour Le premier un pay cut qu'il accepte de sa vie. Hein. Je peux te dire que les fans des oui. Packers, ils sont en mode ah ouais, donc comme ça, tu peux mettre de l'argent de côté. On n'était pas au courant. Ouais, donc voilà pourquoi moi c'est Aaron Rodgers en joueur clé et aussi du coup en recrumage, donc ça va ensemble. Ouais, non, bah écoute, pour dire un mot sur Aaron Rodgers, ça a été très très complet, mais faut... j'ai envie de mettre de côté la saison dernière où il a été moins bon, parce que visiblement, il commençait à avoir des envies d'ailleurs, des envies de nouveaux challenges. Là, on le met quand même au volant d'un bon petit véhicule, quoi. Genre, les armes qu'il y a Ah autour bah de un jet, lui. Exactement, c'est pilote. voilà, voilà. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, c'est Aaron Rodgers. Non, mais il a des belles cibles. On lui a fait venir la moitié de l'équipe de Green Bay pour qu'il se sente encore à la maison. On est en train de se demander est-ce que les Jets sont pas capables d'aller chercher Davante Adams ou Bakhtiari, enfin n'importe quel joueur qui a permis à Rodgers de briller et dans les rumeurs de transfert pour aller à New York, quoi. Et l'équipe qui était déjà là en place, franchement, elle est bien coachée. Comme tu l'as dit, elle avait fait un bon début de saison, elle s'est écroulée, mais on parle d'une équipe qui était très jeune, qui n'avait pas de quarterback. L'année dernière, ils ont joué avec Joe Flacco, Mike White et Zach Wilson. Donc très clairement, je pense que même si Aaron Rodgers lançait le ballon de la main gauche, il aurait des meilleurs résultats que ces trois-là. Donc voilà, c'est une upgrade de malade. Ouais. On va faire très très rapidement les pertes, Alex. Mais très clairement, c'est pas l'attraction de New York. Moi, j'ai mis George Fant sur la ligne offensive tout simplement parce que quand tu as Aaron Rodgers, tu as envie de le protéger, de lui laisser du temps. Parce que quand il a du temps, c'est un gars magique, quoi. À part la saison dernière où vraiment, comme je l'ai dit, il était en bout de course. Il sortait d'un double MVP. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est un des QB les plus talentueux qu'on a pu voir en NFL. Ouais, ouais, clairement. T'as envie de le protéger, c'est sûr, et puis il va courir de moins en moins, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une bonne ligne. Euh,
Moi, j'ai noté Mike White en perte majeure, le QB, qui est parti aux Dolphins. Je trouve que ça aurait été un super backup pour une équipe Ouais. qui veut jouer le titre. Après, il faut le payer. Et ça a préféré mettre l'argent sur un Dalvin Cook. Ok, ça s'entend. Mais c'est dommage parce que là, avec Zach Wilson en backup, je crois, Ouais. un peu moins sympa. Un peu moins sympa, donc ouais. Attends, Aaron Rodgers, il croit fort en Zach Wilson. Hein. Il a dit, Ah, mais c'est bien dit. moi je viens quelques années, hop, je fais mes 2, 3, 4 ans, on verra. Zach Wilson, il apprend et on repart pour une dynastie de 15 ans en 2 QB. Donc Aaron Ouais, Rodgers c'est va bien jouer pour les 15 prochaines années. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que très clairement, moi, Zach Wilson, j'y crois pas une seconde. Non, non, c'est bien J'aurais dit. préféré garder McWhite. Ouais, voilà. C'est bon. Allez, je fais un petit mot sur mon joueur clé, Sauce Gardner. Année 2 pour le cornerback de cette équipe qui, déjà en année 1, s'est positionné comme l'un des tout meilleurs de la ligue, et si ce n'est pour certains, le meilleur de la ligue. En tout cas, il fait clairement partie de l'élite sur le poste. J'ai envie qu'il confirme vraiment, qu'il devienne ce numéro 1 incontestable, même s'il y a énormément de concurrence sur le poste. J'ai envie de le voir leader de défense. J'ai envie de le voir prendre de l'ampleur, un peu dans le style d'un Micah Parsons ou de ce type de joueur. J'ai envie que très très vite, au bout de 3-4 ans, on se dise ok, la pièce des 15 années, ils l'ont. Et c'est pas juste un mec talentueux, en plus de ça, c'est un leader. J'ai vraiment envie qu'on l'identifie comme ça. Et dans cette division de malades où il va devoir affronter Tyreek Hill, Jalen Waddle, Stephen Diggs, je pense qu'il sera obligé d'évoluer à un niveau de performance ultra élevé. Donc j'attends beaucoup de lui. Oui, top. Il fait partie de nos 10 joueurs à suivre. Si vous n'avez pas pu écouter l'épisode, vous pouvez retourner soit dans la chaîne YouTube, le front office pour aller le chercher, soit vous retournez un peu plus bas dans les épisodes là où vous êtes en train d'écouter. Vous avez les 10 joueurs à suivre et Sauce Gardner en fait partie, je crois. Ouais, Soit il en fait. Et il fait aussi partie de notre épisode des 10 joueurs avec lesquels construire une franchise NFL. Ouais. Encore un peu plus haut. Donc si vous avez envie d'aller l'écouter, vous pouvez. Donc n'hésitez pas. On a quelques épisodes comme ça sur la saison. Donc profitez. Non mais voilà, tu l'as dit, on parle de lui régulièrement, mais parce que le mec, il a débarqué dans la ligue. C'est pas juste, il a glissé un orteil, il a dit excusez-moi. Il est arrivé, il a mis un chassé dans la porte, il a dit maintenant, trouvez-moi des cornerbacks meilleurs que moi. Il n'y en a pas beaucoup qui discutent. Et franchement, très très vite, il va pouvoir s'imposer encore plus, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. Je pense vraiment pas que ce soit un feu de paille. Et j'attends de lui qu'au-delà de ce niveau technique, maintenant, il devienne le leader de cette défense. Tu l'as dit tout à l'heure, Alex, le over-under est fixé à 9,5 comme les Dolphins. Il sort d'une saison en 7-10. Est-ce qu'on va au-dessus ou est-ce qu'on va en dessous? Bah, celui-là, c'est celui qui m'a fait le plus de difficultés, on va dire. Ouais, Mais moi aussi. puisque j'ai mis over sur les Bills et over sur les Dolphins, j'ai eu du mal à mettre aussi over sur les Jets. J'ai du mal à croire à 3 équipes au-dessus de 10 dans la division. Et même 2 équipes au-dessus de 11 et une équipe à 10, j'ai un peu du mal à y croire. Du coup, j'ai mis en dessous. Mais je serais loin d'être surpris si on est au-dessus. Ok. J'ai mis under aussi. Un peu la mort dans l'âme parce que je trouve que cette équipe, elle est vraiment belle. J'ai quelques incertitudes. Déjà, même si j'ai loué son talent longuement, à voir à quel niveau Aaron Rodgers va évoluer. Il ne faudrait pas que la saison commence mal et qu'il se frustre très vite. C'est le genre de choses qui ne surprendraient pas de voir un Rodgers qui au final se rend compte qu'il n'a plus forcément la flamme. Donc j'attends de voir quand même. Le jeu au sol, moi la signature de Dalvin Cook, honnêtement, j'aime pas du tout. Le foot dans les pattes d'un Breece Hall, même s'il revient de blessure, j'aurais préféré prendre un autre vétéran qui prend moins de place, tu vois, un Fournette ou un Hunt, moins un joueur attendu comme ça. Mais j'ai un peu l'impression que ça va empêcher ce backfield de trouver du rythme.
Je suis pas non plus hyper fan d'avoir ramené toutes les squads de receveurs qu'il y avait à Green Bay. J'ai l'impression que, franchement, t'as Garrett Wilson. Est-ce que t'as vraiment envie d'éventuellement le brider sur un Rodgers qui aurait des préférences, genre qui chercherait un Allen Lazard ou machin, qui est plus irrégulier? Alors, c'est bien d'avoir du talent, hein, c'est des très très bons joueurs. Mais je trouve que c'est presque dur d'orchestrer tout ça. J'ai encore quelques questionnements sur leur ligne offensive. Et puis on l'a dit, il y a les Bills et les Dolphins dans la même division. Pas simple ces 4 matchs-là. Jouer les Pats, c'est pas des victoires données non plus. Le calendrier est compliqué. Je les vois pouvoir faire 9 ou 10 juste à cause des incertitudes. Je les mets en dessous et je les vois plutôt à 9. Alex, on va terminer ce passage sur les Jets avec les joueurs fantasy. Et là, en revanche, en fantasy, c'est le genre d'équipe où on a envie d'aller piocher du monde. Ouais, moi du coup, ce sera Alan Lazard, receveur 52. Je trouve ça très bas. Alors, c'est beaucoup des valeurs que j'ai mis sur cet épisode. Mais receveur 52 pour ce qui sera le receveur 1, quand on voit que le receveur 1 drafté, Garrett Wilson est pris en receveur 9 ou 10. Ouais, Voilà quoi. Non, Ouais, j'exagère un petit peu, je rigole. Mais je pense qu'ils vont être beaucoup plus proches en fin de saison que 10 et 52. Je pense que Garrett Wilson est drafté pas loin de son plafond. Et Allen Lazard est drafté bien en dessous de son plancher. Je suis assez d'accord avec toi. Donc je pense qu'en fait, si je dois prendre un receveur des Jets, moi ce sera clairement Allen Lazard. Parce que Ok. Garrett Wilson c'est trop haut et j'ai du mal à le voir comme un vrai receveur 1, en fantasy en tout cas. Même si après c'est vrai qu'il est à la limite, il est juste après Amon-Ra St. Brown et en vrai après c'est que des receveurs 2 on va dire, avant Chris Olave. Donc Lazard 52, ça me semble pas mal. Non, mais tu vois, bah justement, j'allais rebondir avec ton choix précédent. Je préfère 100 fois Lazard 52e que Juju 46e. Je pense Oui, bien sûr. qu'en fantasy, Lazard finit devant. Juste par l'upside qu'il peut avoir sur les TD. On sait que c'est ce genre de profil receveur assez grand. Et Aaron Rodgers, il est ultra talentueux, il saura faire briller Garrett Wilson, mais au bout d'un moment, quand tu as tes automatismes avec quelqu'un, tu le cibles dans les moments où tu vois, il va lever la tête, il va avoir une course très très chelou de Garrett Wilson, et Garrett Wilson, il a intérêt de prendre le numéro que Davante Adams avait à Green Bay s'il veut avoir les ballons, quoi. Je crois que pour le coup, il l'a. Hein. Je crois que c'est le numéro 17, Garrett Wilson. Mais oui, c'est vrai. Je crois qu'ils ont. Ah bah non, bah c'est bon. Bah alors ton pic n'a plus de valeur, je suis désolé. Franchement, il va jouer en vert avec le numéro 17. Rodgers, il va lever la tête. Putain, 17 vert, ça va vite, c'est tout seul. Allez, putain, je lance le ballon. C'est pour ça que j'ai. Ah, mais non, mais Davante, c'était 17 ou 87? Non, je crois que c'était 17. Bon, de toute façon, il verra que le 7. Aaron Rodgers, s'il commence à vieillir, la vue, ça se complique, arrive à cet âge-là. Franchement, il verra pas la diff. Puis de toute façon, ça se déplace tellement vite que ça le fera tout seul. Non, moi, je vais sur Breece Hall. Tout simplement parce que j'ai l'impression de le voir de plus en plus chuter dans les rankings, surtout depuis la signature de Dalvin Cook. Et je trouve que c'est de la surréaction. Je pense que Breece Hall, en deuxième partie de saison, aura au moins 60% des opportunités, si ce n'est un peu plus. Il pourrait même caresser 65-70, ça ne m'étonnerait pas. Et en termes d'efficacité, sur les 6 semaines complètes qu'il avait fait la saison dernière, il était top 6 running back. Même s'il en a un peu moins, en fait, je lui vois un plancher top 20 avec un plafond qui pourrait caresser le top 10. Et je trouve qu'avec sa perte de valeur, plus on va se rapprocher de la saison, plus on va revoir des vidéos de Dalvin Cook à l'entraînement, plus il va descendre dans les rankings, plus il sera intéressant à drafter. Allez-y les yeux fermés. Je veux pas balancer une critique gratuite, mais là, Dalvin Cook, ça va être de la poudre aux yeux pour Breece Hall. Il va le surclasser. Franchement, je doute même pas.
Moi, en 12, je doute. En 12, j'y touche pas. Ça, Non, mais c'est il mon va avis. tomber. Je pense qu'il Ouais, ouais. tombera en dehors du top 16 et qu'à partir de là, il sera intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Moi, Dalvin Cook, ça me fait peur. Le genou, ça me fait peur. On l'a vu qu'il court beaucoup, mais j'ai vu poursuivre des médecins sur la NFL. J'ai vu que la vitesse de pointe, c'était pas le plus important, c'était la décélération pour savoir si ton genou était bien remis après les ligaments croisés. On l'a pas vu faire. Il faut voir aussi s'il peut cut sur le genou en question. On l'a pas vu faire, on l'a vu faire sur l'autre genou. Donc en fait, les vidéos qu'on voit aujourd'hui de hype, notamment dans Hard Knocks, c'est ce qu'on sait déjà. C'est le Brissol de base. C'est-à-dire le mec qui court vite, on le sait, et il peut cut sur son genou et il s'est pas fait mal, logique. Mais il faudra voir d'autres vidéos, de voir comment est-ce qu'il est suffisamment à l'aise de l'autre côté pour. Écoute, moi j'ai deux solutions. Hein. La première, c'est il décélère pas, il va jusqu'à la end zone et pour freiner, il saute dans la tribune. Il y aura forcément un mec pour le rattraper. Et la deuxième, c'est de courir toujours du même côté, comme ça, quand il y a une ouverture, il cut toujours sur la même jambe. Voilà, aucun problème. Vous pouvez le drafter en 16, ça se passera bien. Bien vu, dit comme ça, c'est bon. Allez, Alex, on va conclure cet épisode avec le vainqueur de la division. Et Ouais. il faut que tu me donnes une équipe parmi ces 4 belles équipes. Sur laquelle vas-tu partir? Bah, moi, je pars sur les Dauphins. Comme Ouais, l'année dernière. Ça m'avait bien réussi l'année dernière. Donc, je me exactement. dis, martingale, et on continue. Jusqu'à ce que ce soit bon. Je mise le double. Voilà. Ok. Eh bien, Non, mais je pense que c'est une bonne équipe, les Dolphins. Ce qui leur manquait, c'est la défense. Et si je m'étais écouté l'année dernière, j'aurais pris les Bills. Mais, euh, mais là, avec l'ajout de la défense, le fait que les Bills, je trouve que ça a atteint un plafond et j'ai pas l'impression que ça va aller le casser. Donc, je me dis, c'est l'occasion là de faire quelque chose de très sympathique. Mais ok. très kiff-kiff. Hein. Ça peut se jouer au tie-break. En gros. Ok. 7-6, service Djokovic. Quoi. Je prends les Bills pour une comparaison que tu as fait en début d'épisode. Il faut dire que c'était les Cowboys de l'AFC. Il y a un peu de ça en saison régulière. Mais en fait, j'imagine encore une fois, j'imagine que le plancher des Bills est à 10 ou 11 victoires avec un plafond qui va encore atteindre les 13 ou 14. Et je pense pas que le plafond des Dolphins soit là. Il peut y avoir un ou deux petits matchs ratés par Tua, Tyreek Hill qui a une petite cuisse qui grince un peu, un jeu au sol un peu incertain, tu te fais surprendre. En fait, j'ai l'impression que les Bills ont tellement cette marge où en saison régulière ça déroule que j'ai du mal à les voir ne pas gagner Ouais. cette division. Ouais, je comprends. Et ouais, je sais pas, n'hésitez pas en commentaire sous cette vidéo, peu importe la plateforme, à nous dire qui est-ce que vous allez mettre. Pour ceux qui ont l'image, vous avez vu, Alex vous montre le bandeau déroulant. Pour ceux qui sont en podcast, on le rappelle, le front office sur n'importe quelle plateforme, réseau social. Je ne vais pas tous les resituer. Je pense que bientôt, même le Minitel, ça fonctionnera. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire qui vous avez en vainqueur dans cette division. Parce que je me demande si nous, on n'est pas trop bas sur les Jets. Peut-être qu'en fait, on ne voit pas. Peut-être que vraiment l'année dernière, Aaron Rodgers, juste, il n'en pouvait plus et que là, il va revenir à son niveau d'il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, il n'y aura pas de discussion. C'est les Jets 13 victoires. Donc, hyper curieux d'avoir votre avis, surtout que nous ne sommes ici qu'à moitié objectifs, puisqu'Alex est fan des Dauphins. Donc voilà. Eh bien, écoute, c'est moi qui vais annoncer la prochaine division, puisque cela concerne mes Titans. Nous irons en AFC Sud. Ouais. Division ô combien inintéressante pour la saison à venir, mais il faut toutes les faire. Donc, on va passer par là. Je me prépare à ce moment qui a l'air aussi douloureux qu'une épilation, mais on essaiera de faire ça bien. Faut clairement, en plus, là, on a une mission, c'est qu'il faut qu'on trouve un joueur des Broncos qui pourra en parler. Donc voilà. Après, parce que sur les autres, je pense qu'on s'en sortira, mais sur celle-ci, j'ai pas la preuve. Là. Ah, on va bien trouver même un mec dans la rubrique fantasy. Alors, l'ancien running back des Broncos.
On peut encore être sauvé. Peut y avoir un running back obscur qui est passé par les Broncos qui signe chez les Colts, par exemple. Je ne sais mais pas tu vois, qui, mais... même Melvin Gordon, il a signé aux Ravens. Ah ouais. Dessus. Ouais, ça va être dur à trouver. Bon, en tout Euh, cas, on va se retrouver très rapidement pour la FC Sud. Il reste plus que 3 divisions, du coup, AFC Sud, NFC Nord. Si vous voulez savoir ce qu'on a pronostiqué pour les autres, comme Alex l'a dit tout à l'heure, descendez un petit peu dans les vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, vous les trouverez. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, à vous abonner. En attendant, on vous souhaite... Alors, pour ceux qui sont en podcast, allez voir les images, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas faire une conclusion digne de ce nom avec Alex qui parle en langage des signes à côté. En Non, tout non, cas, non, 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 je ne veux pas la communauté sourde sur le dos, donc je ne parle pas en langage des signes. Je pointe vers la cloche. Parce que ouais. je veux bien avoir tous les Big Ben sur le dos. Et voilà. Non, je vise les cloches. Bon, en tout cas, hâte le front office partout. On active les cloches, on réagit, on partage. Encore plus si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à partager vos équipes fantasy. Hein. Vous l'avez vu, on aime ça. On est impliqué dans pas mal de drafts organisés par les Fantasy Ballers. Donc, ce sera au plaisir de vous y croiser et éventuellement de vous donner quelques petits conseils si vous allez sur la cagnotte Tipeee. Voilà. Ou quelques roustes. Si vous Ou allez quelques aussi roustes si vous êtes aussi dans nos ligues, vu que l'objectif cette année, c'est clairement de gagner des ligues, de ramener des trophées et de jouer la Ligue des Champions. C'est ça. Il y a 4 places maintenant pour la Ligue des Champions. On peut y aller. Allez, messieurs, dames, on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très rapidement pour la FC Sud. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.